Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. On parle beaucoup de l'importance de la réserve stratégique de pétrole américaine. Ben, elle a atteint son niveau le plus bas depuis 1983. C'est quand même pas rien. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, est-ce que dans le contexte là, de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, des tensions, etc., des difficultés d'exportation pour le pétrole, est-ce que c'est une donnée qui est significative dans le contexte? C'est même plus que significatif, parce que replace-toi en février. Oui. Lorsque la guerre débute, il y a plusieurs analystes qui s'attendaient à un prix du baril de pétrole qui monterait à 150. On s'attendait vraiment à une catastrophe. Et cette catastrophe-là, elle ne s'est pas produite malgré le fait que le détroit de Hormuz ait été bel et bien fermé. Pourquoi? 3 grandes raisons. D'abord, parce que les Américains sont parvenus et parviennent encore à faire sortir du pétrole du Moyen-Orient en aidant certains navires, l'armée américaine aide certains navires à passer par le détroit de Hormuz. Donc, on sauve du pétrole là. On en sauve aussi parce qu'on a utilisé de plus en plus des pipelines alternatifs. Donc, on avait pu passer par Hormuz. Deuxième facteur absolument essentiel, la Chine a sévèrement limité ses importations de pétrole. La demande était moindre, donc le prix n'a pas explosé. Troisième élément, les Américains ont coordonné l'usage de la réserve stratégique de pétrole pour amener du pétrole sur les marchés. Donc, ces 3 éléments-là, ils ont permis à la guerre, au niveau de l'énergie, de demeurer à peu près tolérable. Okay. Là, avec une réserve stratégique américaine à un niveau critique, parce que je pense qu'il y a un peu moins de 300 millions de barils, c'est beaucoup, là. On n'est pas proche de ne plus en avoir, mais néanmoins, ça contraint fortement leur capacité à mettre de nouveau du pétrole sur le marché si les hostilités devaient reprendre, si les Iraniens devaient fermer de manière plus efficace le détroit de Hormuz ou si la Chine devait reprendre ses importations de pétrole. Dans ce contexte-là, l'éventail de mesures qui permettaient aux Américains quand même de maintenir le prix du pétrole à un niveau à peu près tolérable artificiellement, parce qu'il y a une grosse différence entre le prix papier, le prix qu'on paye aujourd'hui, et le prix que ça devrait être si on suivait les inventaires physiques de la chose. Mais ces outils-là, ils diminuent et donc on risque d'avoir, si ça reprend, de plus en plus de misère à garder les cours de l'énergie à un niveau tolérable. Parce que c'est vrai que le prix a monté, puis ça, on l'a tous senti à la pompe. Mais néanmoins, on n'a pas eu une explosion. Et tant qu'on n'a pas eu une explosion, mais le président américain peut se permettre d'attendre. Mais j'entendais Trump hier, Georges, qui disait « Oui, non, Hormuz, c'est ouvert. Les Américains, on a le plein contrôle là-dessus. On décide de qui rentre, qui sort. Aventurez-vous, là, l'esprit tranquille. » Je paraphrase. Dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? Dans la réalité, c'est que le détroit de Hormuz, ça c'est vrai depuis le départ, c'est pas une porte qu'on ferme ou qu'on ouvre. Ça demeure un détroit qui fait 11 000 de large. C'est quand même une étendue d'eau assez compliquée à contrôler. Ce que les Iraniens font, c'est que de temps à autre, ils tirent sur un navire. Donc le risque augmente. Ayant peur de se faire tirer dessus, on l'emprunte moins. Et c'est vrai que le volume de navires a drastiquement diminué. Néanmoins, il y a des navires qui traversent encore. Et les Américains imposent un blocus, c'est vrai, mais ils permettent à certains navires de passer, probablement parce qu'ils ont des arrangements au cas par cas avec certaines compagnies, certains pays. Donc, il n'est pas fermé hermétiquement, le détroit. Il ne fonctionne pas comme avant le conflit, ça c'est certain. L'autre élément intéressant, par contre, par rapport au détroit de Hormuz, c'est que c'est un atout qui a une valeur qui diminue. Parce que les pays de la région ne sont pas cons, là. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak ont construit des projets de pipeline, ont construit des ports alternatifs. Et c'est ce que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a dit la semaine dernière. Il disait, dans un horizon de 2 ans, idéalement, là, il devient insignifiant, ce détroit-là, parce qu'on a tellement bâti d'infrastructures alternatives qu'il sert moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de valeur. Bon, c'est pas demain la veille, puis dans l'occurrence, aujourd'hui, il y a quand même une urgence de le rouvrir. Bon. Trump en a quand même rajouté sur l'Iran. Il demande maintenant des réparations au régime iranien. J'ai lu ce post-là sur Truth Social hier, Alexandre. Je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était une blague parce qu'on est vraiment dans une logique de garderie entre les Iraniens et les Américains en ce moment, où les Iraniens font des demandes complètement ahurissantes. Ils demandent aujourd'hui des concessions gigantesques de la part des Américains, comme si eux étaient de pauvres victimes innocentes qui n'avaient jamais rien fait de mal. Alors que depuis le départ, je ne veux pas prendre une position trop américaine, mais tout ce que Trump demande aux Iraniens, c'est de rouvrir une voie navigable internationale et de s'engager de manière crédible à ne pas avoir de bombes nucléaires. C'est pas la mer à boire qu'on leur demande. Mais bon, donc les Iraniens font des demandes immenses. Ils veulent des réparations de la part des Américains pour la guerre, la levée des sanctions, la levée du blocus. En veux-tu, en voilà. Et Donald Trump répond, vous savez quoi? Vous voulez des réparations
réparations, nous aussi, on va vous demander des réparations. Mais dans les deux cas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et donc, qu'il publie ce message-là, c'est juste un signe que les négociations, là, clairement, aujourd'hui, elles ne vont nulle part, qu'on reste campé sur nos positions, parce que les deux côtés, on pense qu'on a le luxe d'attendre. La nouvelle stratégie américaine, c'est de continuer l'ancienne stratégie américaine, qui était quoi? Limiter le plus sévèrement possible l'économie iranienne pour éventuellement les contraindre, mais le calcul de base demeure le même. Les Iraniens peuvent souffrir plus. Mais Georges, est-ce qu'on risque de se retrouver dans un scénario là, où on va arriver aux élections de mi-mandat, puis que les Américains vont être encore dans le bourbier là, au Moyen-Orient, qui ne seront même pas sortis de là? Ça devait durer, là, un petit crochet, quelques semaines. Là. Au-delà de 6 mois plus tard, on est encore là. On est complètement... On ne voit pas la sortie de crise. Là. Non, c'est tout à fait probable qu'on va avoir un cessez-le-feu qui va être prolongé dans les prochains jours, mais qui ne réglera pas les causes fondamentales du conflit. Puis d'ailleurs, Alexandre, il y a beaucoup de gens qui parlent des élections du mandat comme si c'était un genre de miracle. Ouais. Les démocrates arrivent au pouvoir, puis là, la guerre finit. C'est pas vrai, ça. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en guerre contre l'Iran. C'est pas seulement Donald Trump. Donc, même si les démocrates devaient reprendre la Chambre, reprendre le Sénat, pouvoir contraindre les pouvoirs du président, j'ai beaucoup de misère à concevoir un parti démocrate qui demanderait à Donald Trump d'arrêter purement et simplement les hostilités en octroyant une victoire aux Iraniens. Il reste une forme de patriotisme aux États-Unis. Donc, ça pourrait être très, très long, ce conflit-là. Revenons un peu en politique intérieure. Trump a signé d'ailleurs un décret qui limite l'administration de vaccins aux enfants. Ouais. Bon, là, il faut faire attention ici. Il n'interdit pas les vaccins aux enfants, mais il divise certains vaccins qui étaient administrés ensemble pour plusieurs maladies. Il complique les choses, puis il crée de la confusion. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a même pas eu de tentative hier de la part de la Maison-Blanche de dire « Voilà une nouvelle série d'études qui prouvent qu'il y a bel et bien un lien entre les vaccins et l'autisme. » Non, il l'a purement déclaré. Et on se demande pourquoi quand même. Parce qu'il y a un impératif de santé publique à vacciner les enfants. On sait que ça fonctionne. Il y a un consensus scientifique à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Probablement, d'abord, satisfaire son secrétaire à la santé, mais aussi envoyer un message à M. Kennedy, qui n'a pas la stature des autres membres de sa famille. Okay. Mais voilà, et surtout envoyer un message à sa base. Parce que ce qui est fascinant aux États-Unis, c'est que la question des vaccins est vraiment polarisée sur l'identité partisane, où la majorité des Américains font encore confiance aux vaccins. Ils ont même une confiance très haute, mais ça diminue chez les républicains. Et là, on a de plus en plus de crainte, de réticence par rapport à ça. Donc, on donne quelque chose à la base pour un enjeu culturel, mais qui vient invalider finalement l'autorité scientifique. Et c'est assez caractéristique de l'approche de la Maison-Blanche ici. Là, je ne veux pas avoir l'air d'un anti-Trumpiste, mais le fait demeure que la Maison-Blanche actuelle se méfie de la science, se méfie de toute autorité qui n'est pas elle-même des experts. Les Kennedy ont pris un peu leur distance avec Junior au cours des dernières années. On sent que lui, mais c'est un personnage, un autre chemin. C'est un personnage paradoxal, le secrétaire à la santé, parce que d'un côté, parfois, il défend des théories un peu crackpot, mais de l'autre, il a raison sur une panoplie d'enjeux. Par exemple, l'usage de certains produits chimiques dans l'alimentation, le rôle des grandes compagnies alimentaires qui mettent un peu n'importe quoi dans ce que les Américains mangent. Là, si vous allez aux États-Unis, vous regardez une liste d'ingrédients, ça fait peur parfois. Ouais. Donc voilà, personnage paradoxal. Il y a un vrai mouvement aux États-Unis, Make America Healthy Again, qui veut tenter l'amélioration des Américains. On verra s'il parvient à distinguer ce qui est valable de ce qui est non valable. Merci beaucoup, Georges. Merci, Alex. Salut.